Bonjour à tous, en direct du 28e championnat du monde féminin sur les bords de l'Aa que vous voyez derrière moi. Alors pour tous ceux qui n'étaient pas présents pendant les manches d'entraînement, puisque ça fait 2 jours qu'on fait des lives ici près de Gravelines sur les bords de l'Aa, je vais vous présenter un petit peu le parcours et puis ensuite on va faire une analyse tranquillement, secteur par secteur, du tirage au sort des Français. Alors je vais vous tourner la caméra et puis on va tout de suite voir déjà que vous avez donc la rivière, le fleuve plutôt Aa ici. Et puis si je tourne la caméra, vous voyez que la première pêcheuse de ce secteur, le secteur A, donc paradoxalement le plus en amont, le numéro 1, c'est qui? C'est Valérie Nadan. Donc, je l'ai dit, on va voir un petit peu le tirage au sort, mais déjà vous pouvez voir qu'on est plutôt heureux, en tout cas dans ce secteur A1, les Français, puisque Valérie a donc une aile, et on sait que sur la A, c'est absolument déterminant. C'est un parcours qui est quand même très régulier, mais avec un avantage aux ailes, avec 4 ailes, je le rappelle, donc il y aura le A1, ensuite il y aura le C, dans le secteur C, ce sera le numéro 12, donc qui sera une aile. Et puis ensuite, dans les secteurs DE, il y a à nouveau 2 ailes, donc le D1, puis le, que je ne me trompe pas, oui, le D1 et le E12. Vous verrez qu'il y a des pêcheuses assez fortes sur ces places, donc ça risque de bouleverser un petit peu la donne. Alors, le fleuve Aa, je le rappelle, pour ceux qui arrivent seulement maintenant et qui suivront ce championnat seulement aujourd'hui et demain, je rappelle que c'est pendant 2 manches, 4 heures de pêche. Alors, on a pris l'antenne avec une demi-heure de décalage, tout simplement parce que on a laissé une demi-heure de plus aux pêcheuses pour s'installer, parce que effectivement, il y a quelques endroits où la berge est vraiment abrupte. Vous voyez qu'ici, par exemple, pour Valérie, c'est un petit peu difficile de s'installer. Donc on a préféré leur donner une demi-heure supplémentaire. On a même accordé une aide, c'est-à-dire que les accompagnateurs avaient le droit d'aider les pêcheuses pour installer le... Ouh là là, il y a un bout de canne qui glisse à l'eau. Pour installer les stations. Donc voilà, tout le monde est bien installé. C'est vrai qu'il vaut mieux pas trop prendre de risques. On a vu que pendant les entraînements, il y a une pêcheuse anglaise qui a terminé à l'eau. Enfin, un accompagnateur d'ailleurs, c'est même pas une pêcheuse. Donc c'était une bonne décision de l'organisation de laisser une demi-heure supplémentaire. Et puis pour nous, ça m'a laissé encore un peu plus de temps pour faire le tour de la question. Alors comme je l'ai dit, j'ai suivi les contrôles des éches et des amorces. C'est toujours un élément très important sur un championnat du monde de suivre, puisque vous pouvez voir les différentes préparations des équipes favorites, vous pouvez voir leurs éches, vous pouvez voir les amorces, vous pouvez voir leurs terres. Alors, quelle est la conclusion de ce que j'ai pu voir lors de cette présentation des éches et des amorces au contrôle, parce que je rappelle qu'il y a des limitations dans les championnats du monde, en termes d'amorces, en termes d'éches, que ce soit pour le fouillis, pour les autres éches, pour les quantités d'amorces et de terre. L'amorce doit être présentée d'ailleurs mouillée. Donc, pour ce contrôle des éches et des amorces, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on est quand même quasiment tous, excepté les Anglais, sur des amorces beige-marron, couleur assez classique des amorces de fond. On n'est pas du tout sur des amorces ni très claires. On a vu souvent les Belges ou les Hollandais utiliser des amorces très claires pour quand ils recherchent plutôt les brèmes. Là, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des pêches de brèmes, donc ils sont sur des amorces classiques marron beige. Les seuls qui se distinguent, ce sont plutôt les Anglais, les Anglaises qui ont des amorces plus sombres. On tire vraiment, c'est pas noir, mais c'est vraiment un marron très foncé. Ensuite, il y a les choix des terres. On a des équipes qui vont utiliser beaucoup la terre de Somme, d'autres qui privilégient la terre de rivière. En particulier, les Hongroises ont beaucoup de terre de rivière. En revanche, elles ont aussi gardé un peu de litou, donc ils l'ont mis à part, ils ne l'ont pas mélangé à l'amorce, le litou. J'avais vu qu'ils avaient utilisé ça pendant les entraînements, mais donc ils gardent le litou dans une boîte séparée. Donc ça veut dire qu'ils vont rajouter le litou en cours de pêche, sûrement pour essayer de déclencher des touches. C'est souvent une bonne solution quand vous avez des brèmes et des plaquettes, de rajouter du litou à votre amorce, voire à votre terre de rappel que vous déposez à la coupelle, pour essayer de faire un nuage tenace qui va attirer des poissons quand vous êtes vraiment dans une situation un peu difficile.
Autre point important dans le contrôle des éches que j'ai pu voir, c'est nos amis belges. Alors nos amis belges, ils ont un peu de terre de rivière, mais ils ont surtout ce qu'ils appellent plutôt l'argile humide. Hein, c'est une sorte de terre de Somme, mais qui est un peu plus collante, un peu plus lourde. Donc ils ont misé plutôt sur ce type de terre. Et ils avaient également un petit sachet. Alors c'est pas un additif comme un Rieux, si vous vous souvenez. Ils avaient des dips, des liquides à rajouter à leurs éches ou à leurs amorces. Là, c'est pas ça. En revanche, ils ont un petit peu de coco belge pur. Donc, ils ont un petit sachet avec peut-être 250 grammes, je dirais, de coco belge. Alors, le coco belge, c'est un produit bien particulier qui fait travailler l'amorce. Donc, surtout si on l'ajoute. Alors, c'est quoi le litou, pêcheur de carpe? Alors, en fait, le litou, c'est un pigment naturel. C'est une terre ocre jaune qui fait une tache vraiment tenace. Et l'avantage et la différence par rapport à d'autres poudres traçantes comme les Tracix de chez Sensas par exemple, c'est que c'est beaucoup plus dense. Donc ça va vous permettre de faire un nuage sur le fond et ça va éviter d'attirer trop les petits poissons. Donc c'est idéal pour les pêches de fond si vous voulez faire une trace sur le fond. Les Tracix, les poudres plus légères, sont plutôt destinées aux pêches de rappel ou aux pêches d'ablette. Le litou, c'est vraiment destiné aux pêches de fond. Donc j'étais sur le fameux coco belge des Belges. Donc les Belges ont du coco belge pur, pareil, conservé à part. Donc l'idée est un peu la même que pour les Hongrois avec leur litou. Je pense qu'ils vont rajouter ce coco belge à l'amorce au tout dernier moment. Donc vous rajoutez le coco belge, hein, il faut rappeler ce que c'est. C'est issu évidemment de la noix de coco et en fait c'est l'écorce de la noix de coco qui est broyée et puis le pigment interne de la noix de coco. Donc il n'y a pas la chair blanche. Donc c'est pour ça que c'est assez beige marron hein, comme produit. C'est un produit très léger puisque c'est de l'écorce hein, pour la plus grande partie. Et ça permet donc de faire beaucoup travailler l'amorce. Donc ils vont rajouter aussi ce coco belge dans l'amorce. Alors est-ce qu'ils vont le faire au tout début de la pêche? On essaiera de le voir. Ça m'étonnerait. Je pense qu'ils vont le garder à part également pour, si la pêche devient difficile, faire travailler un peu plus leur mélange pour attirer les poissons. Alors là on voit que Valérie est en train de sonder la bordure. On a vu aux entraînements qu'il y avait donc 2 pêches pour ceux qui n'ont pas suivi les entraînements. Vous avez cette pêche à mi-distance que Valérie est en train de sonder. On va dire selon les places entre 6 mètres et 7 mètres, voire 7 mètres 50. Et puis ensuite une pêche au large à 11 mètres 50. Alors au large, une pêche de fond de gardons plaquettes. En bordure, on a également des gardons et des plaquettes. On a même paradoxalement souvent des gardons un petit peu plus gros. Et puis vous avez une troisième pêche que les Françaises ont préparée. Hein. J'ai vu dans le contrôle des éches, ils ont un petit peu d'amorce. Pour ça, c'est une pêche d'ablette à 11 mètres 50 à déboîter en profondeur. Hein. Une pêche d'ablette pas en surface, une pêche plutôt dans les 80 cm à 1 mètre 20 voire 1 mètre 40 de profondeur, donc assez profond pour aller chercher des ablettes un peu plus grosses qui font environ 10-15 grammes de moyenne. Donc sur une pêche difficile, ça peut, dans des milieux de secteur, je ne pense pas que Valérie, en tout cas je lui souhaite, ait besoin de pêcher l'ablette aujourd'hui, mais sur des milieux de secteur, peut-être que d'attraper 7, 8, 10, 15 ablettes, ça peut faire 100 points, 150 points. Et sur les milieux de secteur, je pense que des scores, en tout cas si la pêche est la même qu'aux entraînements, des scores de 1000 points en plein milieu de secteur sera déjà une belle performance. Alors ce matin, on peut voir que le ciel, je vous montre le ciel, il est tout bleu, hein, on est bien dans le nord, on est à Gravelines, et ben le ciel est tout bleu, il sera tout bleu normalement toute la journée. Alors par contre, hier, la météo nous avait annoncé, je vous l'avais dit, des vents jusqu'à 50 km/h. On en est très loin. J'ai regardé ce matin la météo. Ils sont beaucoup plus modestes. On est plutôt sur des vents à 10-15 km/h. Ils se lèvent un petit peu honnêtement aujourd'hui, mais franchement, ils ne devraient pas perturber énormément la pêche. Après, il va falloir voir la direction du vent. Alors c'est souvent lié aux marées, hein, et ça peut être un vent descendant ou un vent remontant. Donc évidemment, ça joue sur la tenue de ligne. Ça ne joue pas trop sur le comportement des poissons, on va dire. En revanche, sur la tenue de ligne, c'est relativement important. Si vous avez un vent qui descend,
la tenue de ligne est toujours un petit peu plus difficile que si vous avez un vent remontant, donc vous avez intérêt à avoir une bannière un peu plus courte. Donc il faut adapter la longueur de la bannière, c'est exactement ce qu'est en train de faire Valérie, vous voyez qu'elle est en train de la recouper. C'est toujours un élément très important sur ces pêches de petits poissons. C'est tout aussi important que le choix de l'élastique, que le choix de l'hameçon, que la disposition de la plombée. Bien régler une bannière, c'est très important, et il faut surtout ne pas hésiter à changer en cours de pêche. Si vous voyez que vous avez un contrôle de ligne qui n'est pas terrible parce que le vent se lève, parce qu'il change de direction, si nécessaire, il ne faut pas hésiter à la recouper, voire à la rallonger. J'ai vu ça plusieurs fois. Un pêcheur comme Diego da Silva, par exemple, n'hésite pas à rallonger la bannière. Il y a beaucoup de pêcheurs qui hésitent en cours de pêche de rajouter un petit bout de fil sur leur bannière, mais si c'est nécessaire, il ne faut pas hésiter à le faire. Alors, Vincent me demande, est-ce que certaines équipes ont préparé des cannes anglaises? C'est la grosse question depuis 3 jours. Et j'ai dit hier qu'il n'y aurait pas de surprise, qu'on ne verrait personne monter une anglaise. Et je confirme, il n'y a absolument aucune canne à mouliner, en tout cas à ma connaissance, de monter. En tout cas, sur les secteurs ABC que j'ai pu suivre, les secteurs DE, je n'y suis pas encore allé. De toute façon, on va suivre ce championnat du monde évidemment toute la journée. Donc je vais commencer la manche ici, évidemment au A1, derrière Valérie Nadan, et puis ensuite on progressera, on ira dans le secteur B, dans le secteur C, dans le secteur D, et on terminera par le secteur E, où on fera donc la fin de la première manche derrière Solène Newstead, qui est dans le secteur E, et on suivra la pesée du secteur E, qui risque d'être assez excitant d'ailleurs, puisque pour tout vous dire, là on va analyser tout de suite le tirage au sort, mais pour tout vous dire, dans le secteur E, c'est une Hongroise qui a tiré l'aile aval complète du parcours, donc plutôt aussi une très bonne place a priori, et c'est pas n'importe quelle Hongroise, c'est la femme de Tamás Walter, qu'on a pu voir hier en interview. Alors, on va analyser maintenant le tirage au sort. Je vous ai mis de toute façon tout à l'heure les fiches de tirage au sort sur la page, donc vous avez pu les voir, mais on va essayer de les analyser un petit peu plus près. Donc on a Valérie dans le secteur A au A1, vous voyez ce beau numéro que tout le monde adore avoir, tous les compétiteurs rêvent de ce numéro, le fameux A1. Alors là c'est l'aile amont, pendant des années le A1 c'était l'aile aval, mais depuis quelques années, je l'ai déjà dit, désormais le 1 est systématiquement à gauche, quelle que soit la direction du courant. Donc ici, le courant va de gauche à droite, donc le A1 se retrouve sur la gauche et donc en amont. Donc on a Valérie qui a non seulement un numéro 1, mais en plus a une Belge canne anglaise prémontée secteur C. Pascal, merci pour l'info, parce que celle-là, je ne l'ai pas vue. On verra. En plus, une Belge. Vous voyez qu'il y a quelques surprises. Mais j'ai dit hier, dans notre petit rendez-vous avec Romain, qu'il faudrait se méfier des Belges. Ils nous préparent toujours quelque chose. Bonjour, est-ce qu'il y a une distance à respecter pour la bannière, me demande Sylvain. Ben non, il n'y a pas de distance à respecter pour la bannière. La longueur de votre bannière, elle doit être déterminée par la force du courant, la présence ou pas de courant. Évidemment, quand on pêche dans du courant, on a besoin d'une bannière un petit peu plus longue pour pouvoir faire des coulées et exploiter au maximum les coulées. Donc il vous faut une bannière un peu plus longue. Donc en rivière, on va dire que vous pouvez avoir des bannières d'1 mètre, voire 1,20 m, voire 1,50 m si vous faites des pêches à l'agrainage et que vous devez aller très bas en aval pour aller chercher des poissons. En revanche, ici, on est sur des pêches très précises, difficiles de poissons. Donc vous avez intérêt à raccourcir au maximum votre bannière afin de ferrer le plus efficacement possible, de mieux contrôler votre flotteur en présence de vent et d'effectuer des manœuvres d'aguichage beaucoup plus précises. Donc la longueur de la bannière, c'est vraiment un élément très important sur les pêches techniques. Donc on reprend ce secteur A, non seulement Valérie, qui est en train de préparer ses èches là, a le numéro 1, mais au numéro 2, sans lui manquer de respect, je dirais, elle a une Finlandaise. Donc on va dire que c'est quand même sans doute l'équipe la plus faible, en tout cas ici sur les bords de l'A. Je rappelle qu'il y a 12 nations présentes sur ce championnat du monde. Donc on va dire que non seulement elle a une aile, mais en plus au numéro 2, on va dire qu'elle n'a pas une championne exceptionnelle. Est-ce que l'équipe de France va pêcher avec les amorces Champion Feed ce week-end? Certaines pêcheuses, en tout cas, vont utiliser de l'amorce Champion Feed. Certaines pêcheuses vont
utiliser de l'amorce sans sas. À mon avis, tout le monde a la même recette de toute façon, mais d'après ce que je sais, on en parlera ce soir avec Romain. En fait, ils ont fait un mélange d'amorce sans sas et champion de fil. Vous voyez qu'on peut mélanger très bien des amorces de différentes marques, ça ne pose pas de problème. Ce qui importe, c'est la mécanique de l'amorce ici. Romain l'a très bien expliqué. Il faut avoir une composition d'amorce qui arrive sur le fond, sans trop se disperser dans la couche d'eau, puisqu'ici c'est quand même relativement profond, vous avez 4 à 5 mètres d'eau, hein, selon les places. Mais ensuite, il faut évidemment que ça s'ouvre relativement rapidement pour attirer les poissons. Mais voilà, le rappel ensuite se fait principalement à la coupelle. Alors on va voir si les Françaises ont la même stratégie en championnat que ce qu'on a pu voir aux entraînements, c'est-à-dire amorçage à la main au départ avec l'amorce, puis ensuite dépôt à la coupelle avec des doubles terres, avec du fouillis, pour concentrer les poissons sur ce tapis d'amorce réalisé avec un amorçage à la main. Y a-t-il de la fiente de pigeon dans les amorces, me demande Stéphane. Alors je vais vous dire non. Ça, je suis certain parce que j'en ai parlé justement. Ah, bonjour Simona. Voilà, la plus titrée, je dirais, après Anya Groth qui nous suit. Ça fait très plaisir. Une légende de la pêche, Simona Polastri, qui nous suit. Ça fait vraiment plaisir. C'est une championne immense. Je crois qu'elle a remporté 5, 6, 7 médailles, 2 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Je vous dis ça de mémoire, mais je crois que pas me tromper. C'est sans doute l'un des plus grands noms de la pêche féminine. Alors elle a arrêté depuis quelques années maintenant, mais vous voyez qu'elle suit encore les championnats du monde. Ça fait plaisir. Alors, on reprend ce tirage au sort. On a donc au numéro 2 une Finlandaise. Par contre, attention au numéro 3, on a une Néerlandaise. Alors Philippe me demande s'il y a des chevens. Je réponds tout de suite, non, il n'y en a pas. Il y a des gardons, des plaquettes. Alors, paraît-il qu'il y a des carpes de l'autre côté et des grosses brèmes, mais les grosses brèmes, on ne les a pas trop vues cette semaine, à part lundi aux entraînements. Mais sinon, il y a quelques carpes qui traînent sur la berge opposée. C'est pour ça que je regrette de ne pas voir certaines équipes tenter le tout pour le tout avec un waggler coulissant. Mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Bref, donc on a au numéro 3 une Hollandaise. Alors les Hollandaises, au contrôle des èches, j'ai remarqué qu'elles ont peu d'amorce en fait. Elles ont peut-être 70% de terre. Hein. Donc, a priori, les Hollandaises vont nous faire de la pêche à la hollandaise, c'est-à-dire très peu d'amorce, beaucoup de terre. Alors, ils ne vont pas mettre des vers coupés comme ils le font d'habitude. En revanche, ils ont des casse-terres. Hein. Toutes les équipes ont un peu de casse-terre, ont un peu de chaîne-vie. Mais on va dire que la pêche, quand même, tourne beaucoup autour du fouillis et du ver de vase. Tout le monde a un petit peu de pinky et d'asticot rubis, hein, c'est une couleur rouge un peu sombre. Alors là, par contre, ce que vous venez de voir, si vous avez bien regardé, Valérie elle vient de déposer une petite boîte avec de l'eau sur sa tablette latérale à gauche, là. Vous voyez, les toutes petites boîtes, ce sont des petites bêtes. Donc effectivement, il y a des perches, des assez jolies perches à prendre peut-être en bordure. Donc elles ont quelques petites bêtes, hein, c'est un petit crustacé là qui vit dans les rivières. Je ne sais pas si c'est un crustacé, en tout cas c'est une larve aquatique qui présente la particularité d'être très très mobile, qu'on pique par la queue et qui va beaucoup bouger dans l'eau et qui va attirer un prédateur comme la perche. Donc ça c'est une èche qui est toujours très intéressante. Les Français sont parmi les seuls d'ailleurs à les utiliser. C'est pas très connu des autres équipes, puisque tout à l'heure il y a même un Hongrois qui est venu me voir et qui m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ces bêtes qu'ils ont dans l'eau les Françaises. Donc vous voyez qu'il y a encore quelques petits secrets qui arrivent à passer au travers des espions qui sont partout sur les berges. Alors, tout à fait d'accord avec toi pour faire de la berge d'en face. Bah oui, mais bon, on va le répéter toute la journée, on l'a répété pendant les entraînements, mais comme personne ne le fait, on va pas trop s'occuper de la pêche au moulinet, on saura jamais si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Donc secteur A, je continue, on a numéro 3, la hollandaise, puis numéro 4, une portugaise, qui n'est pas n'importe quelle portugaise, c'est Virginia Ferreira, qui a déjà eu plusieurs médailles en championnat du monde, donc attention également à cette pêcheuse portugaise, même si elles n'ont pas été très performantes pendant les entraînements. En tout cas, cette pêcheuse est une très bonne pêcheuse. Puis on a la hongroise, hein, les Hongrois, on a vu qu'il fallait quand même s'en méfier. Et puis, il faut aller au numéro 7 et 8 pour voir un beau match entre la Pologne et la Belgique, qui seront donc côte à côte, et même avec l'anglaise. Donc on aura
Pologne, Belgique, Angleterre au numéro 7, 8, 9. Mais donc relativement loin de Valérie qui reste, pour moi en tout cas, favorite pour ce secteur. Alors, ah oui, Mertens, elle va jouer au C6, c'est la fameuse Mertens dont on a beaucoup parlé, qui est une excellente pêcheuse belge également, qui a monté a priori une anglaise. On verra si j'irai faire un tour, évidemment je vous la montrerai. Alors pour les horaires d'ailleurs des lives, puisqu'on a décalé d'une demi-heure, on avait publié hier le programme de la journée, c'est simple, vous pouvez le prendre, vous prenez le même programme et vous rajoutez une demi-heure. C'est-à-dire qu'on a normalement un point à la mi-temps à midi qui était prévu, donc ce sera plutôt midi 30. Hein. Alors ce sera l'heure de déjeuner, il faudra essayer de trouver un petit moment, ou alors vous regarderez plus tard en replay la vidéo ce soir, ou alors sur la chaîne YouTube, dès la semaine prochaine vous aurez l'ensemble des vidéos à disposition. Donc 12h30, et puis ensuite normalement c'était donc 13h30, mais ce sera donc 14h, donc à une demi-heure de la fin de la manche, on reprendra encore l'antenne pour suivre la fin de la première manche et comme je l'ai dit, la pesée dans le secteur E. Alors on va peut-être pas avoir trop le temps de voir tout le tirage au sort, je vais accélérer parce que finalement je papote, mais le temps passe et bientôt ça va être l'amorçage. Et donc on va suivre l'amorçage et le début de la manche derrière Valérie. Donc le secteur B, c'est Isabelle Avrieux qui est au numéro 12. Alors c'est le secteur B, donc il est en plein milieu, elle a le 12 qui pourrait être une aile ailleurs, mais ici c'est pas du tout une aile puisqu'elle est effectivement enfermée par le secteur A et le secteur C, donc dans tous les cas c'est pas une aile. Alors Isabelle, elle a eu un petit souci au moment de la préparation, en ramenant une ligne elle s'est accrochée dans le fond et malheureusement ça a cassé au niveau de la bannière, au niveau de l'élastique, et la ligne est restée dans l'eau. Bon, on va dire que c'est gênant évidemment si elle prend des beaux poissons, mais c'est pas sur le coup, c'est à mi-distance, donc ça devrait pas gêner d'après elle les deux coups qu'elle devrait faire. Mais par contre ça peut poser des problèmes si jamais elle fait comme à l'entraînement un mulet, hein. S'il y a une ligne qui traîne dans le fond, c'est toujours ennuyeux. Bon, enfin bon, elle n'avait pas l'air paniquée par ça. Alors Isabelle, elle est donc au numéro 12 et dans ce secteur elle sera à côté justement d'une Belge qui s'appelle Sonja Parez. J'espère que je le dis bien. Donc il y aura un beau match France-Belgique dans le secteur B. Et ce sera le secteur où se trouve également Anja Groth, je crois. Oui, c'est ça. Mais elle est au numéro 5, donc elle est relativement loin. Ensuite, on aura le secteur C. Alors, j'essaye de... Pardon, je bouge un petit peu. C'est parce que j'essaye de lire mes papiers en même temps. C'est Marie Renard dans le secteur C, qui sera à côté. Il y aura un beau match là encore, puisqu'il y aura une Hongroise au numéro 2, Marie au numéro 3, et Julie Abbott, l'anglaise, au numéro 4. Donc un match Hongrie-France-Belgique, Hongrie-France-Angleterre dans le secteur C. La Belge, ce qui est justement Sarina Mertens, qui a été plusieurs fois médaillée au championnat du monde par équipe en individuel, et donc effectivement au C6, et donc j'ai, grâce à vous, eu l'info qu'elle avait monté une canne anglaise. Ça, moi, franchement, même si c'est une Belge et que, évidemment, je souhaite que ce soit les Françaises qui réussissent le meilleur résultat, j'aimerais bien voir quelqu'un essayer, en tout cas, cette pêche au moulinet. Je suis surpris d'ailleurs que ce soit une Belge qui monte une canne moulinet, non pas parce qu'ils ne savent pas pêcher au moulinet, mais surtout parce qu'ils pêchent tellement bien les gardons et les plaquettes à la canne que c'est pas forcément indispensable pour eux de tenter le tout pour le tout à l'anglaise. En tout cas, ils l'ont monté. Alors le secteur, ensuite on aura les secteurs D et E qui sont, je l'ai déjà dit, un petit peu décalés par rapport aux autres. Hein. Alors le secteur D, je vais vous dire qui se trouve dans le secteur D. Dans le secteur C, c'est Claire Boré. Alors je vais essayer quand même de tenir correctement là un truc. Donc Claire, voilà. Alors Claire, elle est au numéro 9. Alors là, par contre, le secteur D, ça va être aussi une belle bagarre. Parce que là, il y a une aile au 12. Le D... non, le D1. Le D1 sera une aile. Non, ouais, donc, mais il y aura une belle bagarre. Ils seront en fait à l'intérieur du secteur. Donc pas forcément les meilleures places. En revanche, justement, une Belge, Michel Lovo, est au D2.
Donc elle sera juste à côté de l'Espagnol qui est à l'aile. Et donc là, attention, le secteur D, la Belgique pourrait faire un petit peu le trou. Mais il lui faudra quand même battre la Polonaise au numéro 4. Donc on va dire que ensuite, Claire est au numéro 9. On a la Hollandaise au numéro 10 et la Hongroise au numéro 11. Donc ils sont plutôt sur une zone plus difficile. On va dire que la Belgique, dans ce secteur D, et la Pologne ont eu plus de réussite au tirage au sort. Et dans le fameux secteur E, où se trouve donc Solène Newstead. Alors Solène, elle est au numéro... Solène est au numéro 6. Solène numéro 6. Elle sera à côté d'une Polonaise, et pas n'importe quelle Polonaise, on en a parlé pendant les entraînements. C'est Joanna Dragas, qui a été championne du monde individuelle et par équipe. Donc un très très beau match avec Solène. Mais dans ce secteur, c'est, je l'ai dit, la femme de Tamás, Diana Walter, qui a tiré l'aile aval. Et donc là, ça va être assez difficile de rivaliser, je pense, pour Solène. Mais on connaît son tempérament, elle est jeune, mais elle lâchera rien jusqu'au bout. Mais attention, il y a également au numéro 11 une Anglaise, donc il y aura un beau match à l'aile entre la Hongroise et l'Anglaise. De toute façon, ce secteur, on terminera par là. Donc la dernière demi-heure, la larve d'éphémère, c'est ça, Benjamin. Merci, content de voir que tu es là aussi. Voilà, la larve d'éphémère. Donc je disais que le secteur E, on terminera là. Et on verra la dernière demi-heure de pêche sur ce secteur E. Et puis surtout, on verra l'ensemble de la pesée du secteur E à la fin de cette manche. Donc là, on va suivre l'amorçage de Valérie qui a donc, je le rappelle, tiré le numéro A1. Mais si on analyse un petit peu les tirages au sort, on va dire que les Françaises sont quand même pas mal loties. Les Françaises sont pas mal loties. Elles n'ont pas à se plaindre. Elles ont des places difficiles, la place de Solène, la place de Claire Boré. On va dire que les DE, c'est pas forcément les meilleurs tirages. En revanche, dans les secteurs ABC, il n'y a pas à se plaindre. Et comme le disait Tamás ou Jan van Schendel hier, eh bien, c'est un parcours relativement régulier, mis à part les ailes, encore une fois, qui sont favorisées. Pour le reste, si vous pêchez correctement, si la pêche reste comme elle a été aux entraînements, en tout cas, normalement, vous devez pouvoir terminer dans les 4 premières du secteur, je dirais, un petit peu n'importe où, dans les 4-5 premières du secteur. Après, pour les autres équipes, la Pologne est peut-être un petit peu moins favorisée quand même par le tirage. Je dirais que les autres équipes qui font partie des favorites, les Belges sont plutôt pas mal. Les Hollandais, c'est plutôt pas mal non plus. Enfin, c'est assez régulier le tirage. Il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a une équipe qui ait tiré toutes les ailes et qui ait eu un super résultat. De toute façon, on en a parlé. Il faut que j'encourage un peu les Portugaises, Toto. Les Portugaises, cette semaine, honnêtement, elles ont eu un peu de difficulté. Alors, pour tout vous dire, elles sont dans le même hôtel que moi, donc j'ai eu l'occasion de parler avec elles. Je leur ai dit que j'étais assez surpris quand même de ne pas les voir justement pêcher un petit peu au moulinet, parce que Dieu sait si les Portugais et les Portugaises sont très forts sur les pêches au moulinet, les pêches de beaux poissons, les pêches fines, mais pas, en général pas les pêches de gardon. Évidemment, il n'y a pas de gardon au Portugal. Il n'y a pas de plaquettes non plus. En général, quand on va au Portugal, on a des bogasses, on a des carpes, on a des barbeaux. Alors on a des chats maintenant, un petit peu à Coruche. On l'a vu au championnat d'Europe, mais les pêches très fines, comme ça, de gardon, plaquettes, c'est difficile. Vous avez du mal en une semaine à pouvoir rivaliser avec des pêcheuses belges, françaises ou hollandaises qui font ça toute l'année. Donc je suis un peu étonné qu'ils n'aient pas essayé. Et ça fait partie des équipes qui, pour moi, auraient dû tenter quand même cette pêche au moulinet. Et bon, on verra bien. En tout cas, la pêcheuse ici, dans le secteur A, c'est Virginia, je crois, son prénom, Ferreira. C'est une très très bonne pêcheuse. Encore une fois, elle a été médaillée sur plusieurs championnats. Et puis l'année prochaine, je crois que le championnat du monde féminin, justement, ce sera au Portugal. Alors là, ce sera une autre paire de manches. Parce qu'en général, battre les Portugais au Portugal, c'est pas facile. Si vous regardez le palmarès des championnats du monde depuis 24 ans,
c'est assez simple. À chaque fois que c'est au Portugal, bah, en général, c'est un doublé avec par équipe et en individuel des Portugaises. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore au Portugal, on est bien en France, on est à Gravelines, on est au bord du fleuve AA et les Espagnols. Ah oui, les Espagnols. Alors à chaque fois, on me dit, mais t'aimes pas les Espagnols ou quoi? Pourquoi tu ne parles pas des Espagnols? Les Espagnols, c'est un petit peu pareil. En général, ils sont très forts sur les pêches de carpe, sur les pêches de poissons de pays méditerranéens, où il faut pêcher à l'asticot, des choses comme ça. Sur les pêches de plaquettes et de gardons, en général, ils ont plus de mal. Mais l'année dernière, j'ai dit la même chose à Rieux à propos du championnat feeder, si vous vous souvenez bien. Et ça s'est terminé comment? Que les Espagnols, ils ont eu médaille d'argent devant les Français à Rieux, en Bretagne. Donc effectivement, faut pas, Ah, Antonio, bonjour Antonio. Il faut surtout pas négliger les Espagnols, d'autant que derrière eux, ils ont Angel Rodriguez comme capitaine. Et Angel Rodriguez, pour ceux qui connaissent un peu la pêche de compétition internationale, c'est non seulement un pêcheur international lui-même, mais c'est surtout un coach exceptionnel qui est à peu près avec toutes les équipes nationales espagnoles, qui a une expérience énorme. Hein. On parle toujours de Jan van Schendel, de Tamas Walter comme capitaine, mais je peux vous dire que Angel Rodriguez, il y a beaucoup d'équipes espagnoles qui lui doivent beaucoup, beaucoup. Et il a fait remporter beaucoup de médailles parce qu'il a une grande expérience, il a beaucoup de contacts, hein. Il connaît beaucoup de monde, en particulier dans la société sans sas. Hein. Donc il sait faire pour avoir des bons renseignements sur des pêches qui sont pourtant d'habitude inhabituelles, on va dire, pour les Espagnols. Bonjour David, bonjour à tous, je vois que vous êtes alors là très nombreux, on va battre des records, hein. C'est assez impressionnant, c'est ce que je disais aux organisateurs et aux membres de l'équipe de France. Eh bien on a plus de gens connectés, plus de gens qui suivent, plus de commentaires, plus de likes sur ce championnat du monde féminin que sur beaucoup de championnats masculins et pas des moindres, hein. Si je compare avec le championnat du monde même l'année dernière en France au feeder, eh ben, vous êtes plus nombreux à être derrière les Françaises, ça fait plaisir, ça montre que les pêcheurs sont pas si machos qu'on le dit. Voilà. Et à quelle heure est l'amorçage SVP? Alors, l'amorçage se fait 10 minutes avant le début de la pêche. Donc, normalement, on devait pêcher à 10 heures, ils ont repoussé d'une demi-heure, donc ça veut dire tout simplement que l'amorçage va avoir lieu à 10h20. Alors là, j'ai pas ma montre, donc je ne vois pas quelle heure il est, mais en voyant Valérie se préparer, je pense qu'on ne doit pas être loin des 10h20. Donc ils vont avoir 10 minutes pour amorcer. Hein. Je l'avais évoqué pendant les entraînements, le temps d'amorçage est passé de 5 à 10 minutes depuis qu'on a autorisé la coupelle. Parce qu'effectivement, un amorçage à la coupelle, ça peut être plus long. Donc si vous devez amorcer à la coupelle au large, à la coupelle au bord, et puis si jamais vous devez jeter des boules à l'anglaise, à la fronde, et c'est vrai que 5 minutes, c'était un peu court. Donc on a porté maintenant l'amorçage à 10 minutes, donc 10h20 amorçage lourd, ensuite 10h30 début de la pêche, et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore très bien les pêches de compétition et les règlements internationaux, ensuite ils n'ont plus le droit d'amorcer ce qu'on appelle un amorçage lourd pendant la pêche, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire des grosses boules d'amorce à deux mains et de les jeter pendant la pêche. Hein. Ils ont le droit uniquement à ce qu'on appelle le rappel, c'est-à-dire mettre des boulettes qui doivent faire d'ailleurs à une main également dans la coupelle, ou mettre des èches pures, agrénées à la fronde, tout ça c'est autorisé. Voilà, j'ai entendu la sonnerie, donc c'est parti. Cette première manche va pas encore commencer, mais ça va être l'amorçage de départ. C'est parti, donc on va regarder Valérie qui commence donc exactement comme on l'a dit à l'entraînement, un amorçage à la main. Voyez, un amorçage, une amorce relativement lourde, mais vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a quand même un nuage, hein, donc il y a de la terre de Somme dans cette amorce, c'est une évidence, pour faire un petit tapis sur lequel les poissons vont se sentir en confiance. Hein. Mais ensuite, vous allez voir qu'elle va mettre à la coupelle des èches. Hein. Dans ces boules d'amorce, là, il n'y a pas trop d'èches. Il y a un petit peu sûrement de fouillis, il y a sans aucun doute des pinky morts pour les petites plaquettes, voire peut-être un petit peu de castor. Voilà, donc on voit le nuage en surface, si on le voit très bien.
Donc ça c'est une amorce avec de la terre de Somme, peu d'èche à l'intérieur, vous voyez. Donc on fait une sorte de tapis d'amorce et de terre, hein. C'est pas le fameux tapis de terre qui est une technique encore différente où on jette vraiment que de la terre quasiment pure avec très très peu de fouillis. Là c'est une amorce. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup de fond pour faire un tapis de terre. C'est possible, hein. On peut utiliser une terre un peu plus collante que la terre de Somme. Je parlais de l'argile humide des Belges. On pourrait faire un tapis avec l'argile humide qui est un peu plus collante, parce que sinon de la terre de Somme pure, ça aurait tendance quand même à se disperser plutôt dans la première partie de couche d'eau, donc je pense que ce serait moins bien adapté. En tout cas là c'est un mélange d'amorce et de terre de Somme, et puis voilà, vous voyez que maintenant elle dépose à la coupelle une double terre, hein. Ça c'est pas encore un secret, de la double terre, toutes les équipes en ont préparé. Alors j'ai vu que les Hongrois se préparaient de la double terre avec de la terre de rivière et de l'argile grise, hein, de la bentonite, pour faire coller l'ensemble. Donc pas de terre de Somme, elles ont préparé une double terre à base de terre de rivière. En revanche, elles ont du litou à part, hein, ça je l'ai bien précisé. Donc si jamais, parce que la terre de rivière évidemment c'est plus sombre et ça ne nuage pas. S'ils ont besoin de nuager, je pense qu'ils rajouteront ce litou dans leur terre au moment de rappeler. Beaucoup moins d'amorces déposées que par rapport aux entraînements. En effet, Pascal, elle a jeté, enfin il y a quand même eu, je dirais, une petite dizaine de boules, je ne sais pas, je n'ai pas pu compter en même temps, mais si on regarde à nouveau la vidéo, vous pourrez le faire. Je pense à peu près une dizaine de boules au départ. Et puis maintenant, donc, des coupelles de double terre, alors très chargées évidemment en fouillis. J'ai remarqué une chose, c'est que les Françaises ont tendance à mettre quand même pas mal de fouillis dès le départ. Peut-être un peu plus que d'autres équipes, un peu plus en particulier que les Hollandaises, qui ont la main relativement légère en termes de fouillis. Les Hongrois aussi mettent souvent très peu d'èche au départ, ils préfèrent rajouter en cours de pêche. En particulier quand ils pêchent les plaquettes, ils mettent en général peu de fouillis au départ, et puis en revanche, dès que les poissons commencent à arriver sur le coup, ils n'hésitent pas à charger vraiment beaucoup. 7 boules, Gabi, ben voilà. 10 boules, Yves. Ah bah faut vous mettre d'accord les gars, c'est 7 ou 10. Bon, on va dire que c'est entre 7 et 10. Allez. Quelle est la plus longue distance de pêche? Eh bien, les cannes sont limitées à 11,50 m pour les femmes, hein. C'est pareil, j'ai expliqué cette semaine que pendant longtemps c'était 13 mètres, et on a ramené la longueur des cannes à 11,50 m parce que les très longues cannes, quand il y a beaucoup de vent, une semaine d'entraînement pour les femmes, ça peut être problématique. Donc on a ramené la longueur à 11,50 m. Maintenant elle fait son amorçage de bordure. Mon pronostic, alors on les a donnés hier, il faut regarder le live qu'on a pu faire avec Romain hier. Alors tous les deux on a mis la France comme favorite. Après moi j'ai mis la Pologne, et puis ensuite en troisième les Belges. Alors que Romain, je crois, a mis les Néerlandaises en deuxième et les troisièmes, les Polonaises. Donc une légère différence, mais en tout cas tous les deux, on a mis les Françaises. Alors c'est facile de dire que on fait ça parce qu'on est chauvin, mais franchement non. L'équipe française est très homogène et bien préparée, donc elle fait partie des favorites. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va gagner, encore une fois, mais en tout cas ils sont bien préparés, et il y a 5 pêcheuses de niveau égal qui sont très motivées et qui pratiquent très très bien ce type de pêche. Voilà, vous voyez cet amorçage de bordure uniquement à la coupelle, de manière discrète, hein. C'est-à-dire la coupelle à ras de la surface, c'est un élément important, hein, la hauteur à laquelle vous déposez vos boulettes à la coupelle. Là c'est pour être vraiment très discret. On a vu hier à l'entraînement, on a suivi l'amorçage de Anja Groth, la triple championne du monde hollandaise. Elle faisait l'inverse, mais pas en bordure, au large. Elle mettait volontairement sa coupelle plus d'1 mètre au-dessus de la surface pour que les boules fassent un maximum de bruit quand elles tombent dans l'eau. Hein, parfois c'est bien de ne pas faire du tout de bruit, d'être très discret, mais parfois les poissons sont attirés par les vibrations créées par les boules qui tombent dans l'eau. Bon, là il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là pour Valérie, puisqu'elle a fait un amorçage à la main au large, donc forcément il y a eu beaucoup de vibrations. Donc si jamais les poissons sont attirés par les vibrations, il n'y aura pas de souci, ils viendront avec son amorçage à la main. C'était une grosse différence
de stratégie entre les Françaises et les Hollandaises hier, qui ont amorcé exclusivement à la coupelle. Oui, que les meilleurs gagnent, c'est exactement ce qu'a dit Christophe Garcia, le capitaine, lors de l'interview qu'on a pu faire, c'était pas hier, c'était avant-hier. Il y a un amorçage assez conséquent quand même, même si c'est que de la coupelle en bordure. On a vu aux entraînements que c'était un coup qui pouvait être vraiment très très valable, hein, en particulier au niveau des pêches de gardons. Souvent, cette semaine, les gardons étaient plus lourds que les plaquettes, hein. Les plaquettes, il y avait beaucoup de poissons qui faisaient une vingtaine de grammes, alors que les gardons, il y avait pas mal de gardons autour de 40-50 grammes. Même en fin de manche hier à l'entraînement, on a vu les Hollandaises en particulier prendre, et les Polonaises qui étaient à côté des Françaises au numéro 2, prendre des gardons qui faisaient déjà entre 50 et 100 grammes. Hein. Alors sur des scores, on l'a répété, en milieu de secteur autour de 1000 points, quand vous prenez les poissons de 80-100 points, il n'en faut pas beaucoup. Hein. Voilà. Hier, les scores ont été... alors, hier, on a dit que les Hongroises, par exemple, qui étaient à la place où étaient les Françaises le jour précédent, ont pris beaucoup de plaquettes. Mais la preuve que ces plaquettes ne sont pas si lourdes, Tamás espérait atteindre des scores de 3000, mais en fait, le meilleur score des Hongroises hier a été autour plutôt de 2005. Alors, je ne sais pas si vous entendez avec le vent, parce que j'ai mis la bonnette pour que le son ne soit pas trop mal malgré le vent, puisqu'on nous avait annoncé du vent à 50 km/h, mais il est quand même en train de se lever, le vent, mais enfin il n'est pas si puissant que ça, mais il est en train de se lever, et on peut voir qu'il a tendance à souffler un petit peu descendant, mais plutôt 3/4 face. Donc si on a un vent de face, forcément, là on parlait de la bannière tout à l'heure, ça va être très important. Hein. Si vous avez un vent de face qui vous ramène la ligne en bordure, vous avez intérêt à sacrément réduire la bannière et à amorcer volontairement un petit peu en retrait, de manière à pouvoir maintenir votre flotteur sur la zone amorcée. Parce que évidemment le flotteur va revenir vers le bord si vous avez un vent de face. Voilà, on va être maintenant très proche du début de la manche, et on va suivre, écoutez, on va suivre le début de cette première manche derrière Valérie. Ensuite, moi, on coupera le live, et puis j'en profiterai pour remonter, essayer de voir les pêches des unes et des autres. Et donc à 12h30, hein, je rappelle que l'épreuve a été reculée de une demi-heure, donc le rendez-vous était prévu à midi, mais ce sera à 12h30. À 12h30, on reprendra l'antenne à la mi-temps, et donc on fera le point sur les secteurs ABC. Donc on aura déjà pas mal d'indications à mon avis à la mi-temps, en tout cas sur ces 3 secteurs-là, et puis on terminera par les secteurs D et E, donc à 14h, puisque la manche est reculée, donc à 14h. Donc nos prochains rendez-vous, c'est 12h30 et 14h. Mais pour l'instant, on va suivre Valérie. J'ai l'impression qu'elle a déposé les èches à 1 mètre en retrait de l'amorçage. Je crois pas. Honnêtement, je crois pas. Mais elle a dû les déposer dans tous les cas en retrait, peut-être pas à 1 mètre, mais en retrait à cause de ce vent. Si vous regardez, vous voyez bien que maintenant, il est en train de tourner vraiment pleine face. Donc là, je regarde sa bannière, par exemple, sur cette ligne. Elle n'est pas si courte. Hein, c'est une bannière qui fait un bon 50 cm. Donc forcément, si vous avez un vent de face et que vous avez une bannière de 50 cm, déjà votre flotteur, vous pouvez être sûr qu'il va être 50 cm plus près que la pointe du sion. Donc il faut en tenir compte dans votre amorçage. Mais forcément, des fois le vent souffle pas dans la même direction au moment de l'amorçage qu'après la pêche. Donc il faut s'adapter. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut raccourcir la bannière, pêcher peut-être des fois avec des flotteurs un peu plus lourds, de manière à le maintenir sur la zone amorcée. Bref, il faut s'adapter constamment au comportement des poissons, mais aussi à la météo, à la luminosité, au vent, à la force du vent, à la direction du vent. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est parti. Première manche de ce 28e championnat du monde. Et bien, on va essayer de voir si Valérie est la première à prendre un poisson. Je continue, alors je regarde je vous montre Valérie à l'écran, mais en même temps, moi, je regarde sur la droite
et je surveille la hollandaise. Alors la hollandaise, elle ne panique pas, hein, elle est en train de bricoler, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle est derrière, elle n'a pas la canne en main, donc elle n'a toujours pas commencé à pêcher. Alors, un ferrage, est-ce qu'il y a un poisson? Non. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un peu de monde qui suit ce championnat du monde, ça fait plaisir. Il n'y a pas que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de spectateurs qui sont venus. Bonjour messieurs. Voilà, vous voyez que ça attire du monde quand même. Là, il faut avouer que la fédération a fait quand même un gros travail de promotion sur cet événement. Il y a eu la presse locale qui est venue, la radio, la télé, pour parler de ce championnat du monde. Donc c'est un bon point pour la promotion de la pêche. Donc encore une fois, bravo aux organisateurs et à la fédération pour l'organisation de ce championnat du monde. La cérémonie d'ouverture était vraiment très belle. Oh là, il y a une belle touche. Et je pense que la cérémonie de clôture sera également mémorable. On nous annonce un beau spectacle. Ah, évidemment, le spectacle sera d'autant plus beau si l'équipe de France monte sur la plus haute marche du podium. Mais ça, on en est loin. Voilà le premier poisson. Et la hollandaise, elle a toujours pas mis la canne à l'eau. Bref, voilà. Donc, premier poisson pour Valérie. Félicitations. C'est quoi? C'est un petit gardon. C'est un petit gardon, mais c'est le premier poisson. La hollandaise est en train de s'installer. Je vais vous la montrer quand même parce que c'est assez impressionnant. Championnat du monde de perdre comme ça presque 5 minutes de pêche. Parce qu'on n'est pas prêt. Vous voyez, là, au deuxième plan, vous voyez, il y a la finlandaise qui, elle, pêche au numéro 2 et la hollandaise est au numéro 3. Et je sais pas, elle est en train de prendre une boîte, là, elle pêche toujours pas. Bon, voilà. Ou alors elle est très confiante. Et oui, il y a beaucoup de monde qui suit. 500, vous êtes 561, 565. Allez, un petit effort, il faut qu'on arrive aux 600 pour suivre en direct cette première manche du 28e championnat du monde. Et un deuxième poisson, ça y est, je pense que ça commence. C'est parti. Alors évidemment, à une aile, vous attirez les poissons plus rapidement que les pêcheurs en plein milieu. On le sait, mais on ne va pas s'en plaindre que ce soit une Française qui est le A1. Donc si ça continue comme ça, effectivement, je pense que Valérie quand même devrait pouvoir remporter ce secteur, surtout si la hollandaise continue à bricoler, parce qu'elle est toujours en train de bricoler, elle n'a toujours pas mis sa canne à l'eau. Bref, Yann va engueuler sa pêcheuse, ça c'est bien possible, mais il n'est pas dans le coin, elle a de la chance. Voilà, elle s'applique beaucoup sur la dépose de la ligne, vous voyez, parce que vous avez ce vent de face là qui est vraiment gênant. Il tourne en plus, parce que tout à l'heure il avait tendance à être plutôt 3/4 face descendant, là il est plutôt 3/4 face remontant, ce qui est plutôt une bonne chose au niveau du contrôle de la bannière. Il y a encore eu la touche là, voilà. Bah écoutez, pour l'instant c'est des tout petits poissons, mais il y a un rythme de touche qui fait qu'on est toujours là sur du gardon. 3 gardons, et ben Valérie elle a pris 3 gardons et ça y est, la hollandaise a quand même un kit entre les mains. Donc elle a pris 3 gardons pendant que la hollandaise a bricolé et bah tant mieux, voilà. Tout ce qu'on peut dire c'est tant mieux. Donc je vais continuer à vous montrer tranquillement Valérie encore pendant 5 minutes et puis ensuite je vous laisserai je vous laisserai jusqu'à 12h30 pour qu'on fasse le point à la mi-temps. Je ne vais pas me promener comme ça toute la journée avec la caméra parce que sinon je vais filmer mais je ne vais pas vraiment comprendre ce qui se passe. Je préfère avoir des temps de pause, faire des lives peut-être de une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure maximum pour vous montrer un peu ce qui se passe, mais surtout pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai pu voir entre les prises d'antenne des lives. Vous voyez que là quand même elle a vraiment un bon rythme de touche sur cette pêche à distance. Et la hollandaise va sortir une plaque de 1000 pions. Laurent, écoute, les plaques de 1000 pions, on en a vu quelques-unes le lundi. Le lundi, il y a eu des beaux scores. Les Hongroises, il y a une pêcheuse qui a fait quasi 8000, 7009 avec des belles brèmes. Mais dès le mardi, ça a été fini. On n'a plus du tout vu ces fameuses grosses brèmes de Lara qui sont bien présentes. Pour les abonnés qui ont déjà reçu le magazine, j'ai croisé quelques abonnés qui m'ont dit qu'ils avaient reçu le magazine.
vous verrez qu'on a fait un article ici, il y a des grosses brèmes. Voilà, premier poisson à l'épuisette, c'est un beau gardon. Voilà, c'est parti pour Valérie, je pense que c'est vraiment bien parti. La finlandaise n'a toujours pas pris de poisson, ça, je dirais sans être méchant que c'est une semi-surprise. Et la hollandaise est en train de pêcher. Il fait quoi l'autre en face? Pour ceux qui connaissent, c'est Mimi Melan. C'est quelqu'un qui filme des compétitions depuis des années. Et il adore filmer de la berge d'en face. Donc hier, il m'avait dit, je vais essayer de me mettre en face, parce qu'il aime bien les images d'en face. Donc il a réussi son coup, je ne sais pas où il a traversé, mais voilà. Bon, il ne va pas déranger trop la pêche. Évidemment, si Valérie avait voulu pêcher à l'anglaise, ça aurait pu être gênant. Je pense qu'il ne l'aurait pas fait, mais là, sur une pêche comme ça ne dérange pas du tout. Voilà, on va continuer. La finlandaise a pris le premier poisson. C'est vrai, je suis mauvaise langue avec la finlandaise. Je n'ai pas vu du tout prendre de poisson, mais bon. En tout cas, Valérie a un bon rythme de touche. Vous voyez qu'elle pêche, je ne suis pas sûr qu'elle pêche à 10,50, à 11,50. J'ai l'impression qu'elle pêche un peu plus court. Peut-être elle a gardé une mini rallonge ou quelque chose pour aller pêcher, pour replacer sa ligne correctement si jamais il y a un fort vent de face. Vous voyez, c'est toujours une bonne solution. Si vous vous retrouvez avec un vent de face, il faut toujours garder un brin de canne derrière de manière à pouvoir remettre votre ligne correctement sur la zone amorcée. Ou alors amorcer plus court, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, maintenant le vent remonte, hein, carrément. Il est en train de tourner, il était 3/4 descendant, il a été de face, maintenant il a été 3/4 remontant et maintenant il est quasiment remontant. Voilà, là les poissons sont bien fixés sur son rappel à la coupelle. Hein, donc c'est toujours du petit gardon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des... Voilà, 11 mètres, je pense qu'elle est à 11 mètres et donc elle a gardé un petit peu une petite marge de 50 cm, c'est-à-dire à peu près la longueur de sa bannière, si jamais il y a un fort vent de face. Voilà, bah écoutez, moi je vais quitter le live, je vais remonter, je vais suivre un petit peu ces secteurs ABC. Je vais regarder les Françaises évidemment, mais je vais aussi avoir un œil sur les Hollandaises, sur les Belges, sur les Polonaises qui font partie des grandes favorites avec les Françaises, même si à mon avis ils ont quand même eu parmi les équipes favorites le tirage sans doute le moins favorable, les Polonaises. Donc on ne va pas s'en plaindre, on va suivre tout ça et donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 12h30 pour un point à la mi-temps. Je vous dirai exactement ce qui s'est passé dans les secteurs ABC. Et puis on terminera dans les secteurs D et E en fin de manche. Voilà, à tout à l'heure, donc rendez-vous 12h30. Merci à tous.